Entre 1940 et 1944, la France vit l'une des périodes les plus troublées de son histoire contemporaine. Dans la mémoire collective, un mot s'impose, la résistance. Il évoque le courage, le refus, l'honneur national face à l'occupation. Mais derrière cette image largement partagée se cache une réalité plus complexe, plus fragmentée, et parfois inconfortable. Ce documentaire ne cherche ni à glorifier, ni à contester la résistance française. Il propose de comprendre comment elle est née, qui y a réellement participé, sous quelle forme, et comment, après la guerre, elle est devenue un pilier central du récit national. Car la résistance fut à la fois une expérience vécue par une minorité, et un symbole construit pour toute une nation. À l'été 1940, la France entre brutalement dans une nouvelle ère. La défaite militaire face à l'Allemagne nazie provoque l'effondrement de l'État républicain et plonge le pays dans une situation d'incertitude profonde. L'armistice signé en juin marque non seulement la fin des combats, mais aussi le début d'une occupation partielle du territoire et d'une recomposition complète du pouvoir politique. La société française est alors profondément désorientée. Les repères politiques, moraux et institutionnels qui structuraient la vie publique avant-guerre se trouvent remis en cause. Une grande partie de la population aspire avant tout à la stabilité, à la sécurité et à la survie quotidienne. Le traumatisme de la défaite, encore renforcé par le souvenir de la Première Guerre mondiale, pèse lourdement sur les consciences. Dans ce contexte, l'idée même de résistance armée ou organisée n'apparaît pas comme une évidence. L'État français, installé à Vichy, se présente comme une autorité légitime chargée de protéger les Français dans un cadre contraint. Pour beaucoup, l'heure n'est ni à la révolte ni à l'héroïsme, mais à l'adaptation à une situation subie. La résistance, telle qu'elle sera plus tard célébrée, n'existe pas encore. Elle n'est ni structurée, ni visible, ni largement soutenue. Elle se manifeste d'abord par des gestes isolés, des refus individuels, des initiatives dispersées. Elle concerne une minorité d'hommes et de femmes qui, pour des raisons politiques, morales ou personnelles, refusent l'ordre nouveau imposé par la défaite et l'occupation. Comprendre cette période initiale est essentiel. Elle permet de saisir que la résistance ne naît pas d'un élan collectif immédiat, mais d'un contexte de contrainte, de peur et d'incertitude, dans lequel le choix de résister constitue une rupture, et non une norme. La naissance de la résistance française ne peut être comprise sans analyser les tensions profondes qui traversent la société et l'État français au début des années 1940. Elle ne résulte pas d'un réflexe immédiat face à l'occupation, mais d'un ensemble de blocages politiques, sociaux et moraux qui s'accumulent progressivement. Sur le plan politique, l'effondrement de la Troisième République crée un vide institutionnel majeur. Le nouveau régime installé à Vichy prétend restaurer l'ordre et l'autorité, mais il rompt avec les principes démocratiques antérieurs. La concentration du pouvoir, la suspension des libertés politiques et l'absence de représentation pluraliste nourrissent, chez une partie de la population, un sentiment de dépossession politique. Toutefois, cette contestation reste largement silencieuse, faute de cadres organisés et de perspectives claires d'action. Socialement, la France de l'occupation est traversée par de profondes inégalités face à la contrainte. Les pénuries, le rationnement et les restrictions affectent différemment les territoires et les catégories sociales. Dans les zones rurales comme dans les grandes villes, la priorité est souvent la survie matérielle. Cette réalité limite fortement la capacité d'engagement actif et explique pourquoi la majorité de la population adopte une posture d'attente plutôt que de confrontation. Par ailleurs, les divisions idéologiques héritées de l'entre-deux-guerres ne disparaissent pas avec la défaite. Elles se recomposent. Certains milieux politiques, hostiles à la République avant 1940, voient dans le nouveau régime une occasion de refondation morale et sociale. D'autres, au contraire, perçoivent la collaboration comme une rupture inacceptable avec l'histoire politique française. Ces clivages nourrissent des formes de refus qui restent d'abord intellectuelles, clandestines ou symboliques. La résistance émerge donc dans un espace étroit, contraint par la répression, l'isolement et l'absence de coordination. Elle se développe à partir de réseaux informels, de solidarité locale, parfois de convictions personnelles plus que de projets politiques structurés. Ce sont ces tensions invisibles, plus que des appels explicites à l'insurrection, qui expliquent les premiers pas de la résistance. Ainsi, la résistance n'est pas seulement une réaction à l'occupation allemande. Elle est aussi le produit d'un malaise politique profond, d'un désaccord latent avec le nouveau cadre institutionnel, et d'une accumulation de frustrations qui, progressivement, rendent l'inaction moralement insupportable pour certains individus. Entre 1941 et 1942,
la résistance française franchit un seuil décisif. Sans devenir majoritaire ni pleinement structurée, elle cesse d'être uniquement une somme de refus individuels pour se transformer en un phénomène plus visible, plus organisé, et surtout plus risqué. Cette évolution ne relève pas d'un basculement soudain, mais d'une série de ruptures progressives. La première rupture est internationale. L'extension du conflit mondial modifie profondément la perception de la guerre. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en juin 1941, puis l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de la même année, transforme un conflit perçu comme perdu en une guerre longue et incertaine. Pour certains Français, l'idée d'une victoire allemande rapide cesse d'être évidente. Cette nouvelle lecture du rapport de force rend l'engagement clandestin pensable, voire rationnel. La deuxième rupture est politique. Les autorités d'occupation et l'État français renforcent progressivement les mécanismes de contrôle et de répression. Arrestations, internements, surveillance accrue et sanctions collectives réduisent l'espace de neutralité. À mesure que la contrainte s'intensifie, l'illusion d'une simple adaptation devient plus difficile à maintenir. Pour une partie de la population, l'absence de choix devient elle-même une forme de choix. La troisième rupture est sociale. À partir de 1942, des décisions comme le renforcement du travail obligatoire et la pression accrue sur les jeunes générations touchent directement des groupes jusque-là relativement en retrait. Ces mesures provoquent des formes de refus plus actives, passage dans la clandestinité, entraide locale, constitution de réseaux plus stables. La résistance s'élargit alors, non par adhésion idéologique massive, mais par réaction à des contraintes devenues personnelles et immédiates. Ces ruptures ne produisent pas une résistance unifiée. Elles entraînent au contraire une multiplication de trajectoires. Certains groupes privilégient l'information et la propagande clandestine, d'autres l'aide aux personnes menacées, d'autres encore le sabotage ou la préparation militaire. Le passage à l'action ne suit pas un modèle unique, mais répond à des contextes locaux, à des opportunités et à des degrés variables de risque acceptés. Ainsi, le déclenchement réel de la résistance ne correspond pas à un appel fondateur ou à un moment héroïque clairement identifié. Il s'inscrit dans une série de basculements discrets, où la frontière entre adaptation et refus devient progressivement intenable. C'est dans cet entre-deux, marqué par l'incertitude et la contrainte, que la résistance commence à prendre corps comme fait historique durable. À partir de 1942, la résistance française entre dans une phase de structuration progressive, sans jamais devenir un mouvement homogène ni centralisé. Cette période est marquée par une double dynamique, d'un côté, l'intensification des actions clandestines, de l'autre, la tentative de coordination politique entre des groupes aux objectifs, aux méthodes et aux sensibilités très différentes. Sur le terrain, la résistance se développe d'abord de manière locale. Dans les villes, des réseaux s'organisent autour de la diffusion de la presse clandestine, de la collecte de renseignements et de l'aide aux personnes traquées. Ces actions, souvent invisibles, reposent sur une logistique fragile, faux papiers, logements temporaires, messagers discrets. Leur efficacité dépend moins de la force armée que de la confiance et de la discrétion. Une arrestation suffit parfois à désorganiser tout un réseau. Dans les zones rurales et montagneuses, notamment à partir de 1943, se développent des formes de résistance plus armées, regroupées sous le terme de maquis. Ces groupes accueillent des individus aux profils variés, réfractaires au travail obligatoire, militants politiques, anciens soldats, ou simples fugitifs. Leur existence est précaire. Mal équipés, souvent mal formés, les maquis doivent composer avec le manque de ressources, la menace constante des opérations de répression et la difficulté de maintenir le soutien des populations locales, elles-mêmes exposées à des représailles. Parallèlement, la résistance connaît une tentative de structuration nationale. Sous l'impulsion de figures de liaison et avec le soutien extérieur, des efforts sont menés pour coordonner les mouvements existants. La création du Conseil national de la résistance en 1943 illustre cette volonté de donner une cohérence politique à un ensemble jusque-là fragmenté. Cet organe ne supprime pas les divergences, mais il permet l'élaboration d'un cadre commun, notamment autour de la préparation de l'après-guerre. Cette structuration reste cependant limitée. Les résistances idéologiques persistent entre gaullistes, communistes, socialistes et groupes non affiliés. Les priorités ne sont pas toujours les mêmes, certains privilégient l'action immédiate contre l'occupant, d'autres la préparation d'un projet politique futur. Les relations avec la population sont également ambivalentes. Si la résistance bénéficie parfois d'un soutien actif, elle suscite aussi la peur, la méfiance ou la fatigue, notamment lorsque les actions entraînent des représailles collectives. L'année 1944 marque une nouvelle phase.
À mesure que les forces alliées progressent, les actions de sabotage et de harcèlement s'intensifient. La résistance joue alors un rôle croissant dans la désorganisation des communications et des transports ennemis. Ce rôle, bien que réel, reste complémentaire des opérations militaires majeures. Il ne s'agit pas d'une libération autonome, mais d'une contribution asymétrique à un conflit dont l'issue se décide à une échelle internationale. Dans ce contexte, la résistance se trouve confrontée à de nouveaux enjeux. La montée en puissance des actions armées pose la question du contrôle et de la légitimité. Qui décide? Au nom de qui agit-on? Comment éviter que la violence clandestine ne se transforme en règlement de comptes locaux? Ces interrogations traversent la résistance jusqu'aux derniers mois de l'occupation. La libération, enfin, révèle toute la complexité de cette trajectoire. Les résistants participent à la prise de contrôle des institutions locales, à la restauration de l'ordre républicain et à l'encadrement de l'épuration. Mais là encore, les situations varient fortement selon les régions. L'unité affichée masque des expériences très inégales et parfois contradictoires. Ainsi, entre 1942 et 1944, la résistance française n'évolue ni comme un bloc uni, ni comme une simple addition d'actes héroïques. Elle se construit dans l'improvisation, la contrainte et la diversité. Elle est à la fois un fait militaire limité, un phénomène social minoritaire et un acteur politique en devenir. C'est cette pluralité, souvent simplifiée après coup, qui constitue le cœur de son histoire. La libération de la France ouvre une période de transition délicate, au cours de laquelle la résistance change profondément de statut. D'acteur clandestin, minoritaire et fragmenté, elle devient une référence centrale du nouvel ordre politique et moral. Ce basculement s'accompagne de conséquences majeures, mais aussi de limites et de tensions souvent sous-estimées. Sur le plan politique, la résistance joue un rôle déterminant dans la restauration de l'État républicain. Les réseaux clandestins, présents sur le terrain au moment de la libération, contribuent à la prise de contrôle des administrations locales, à la reconstitution des institutions et à l'encadrement de la transition. Cette présence confère aux résistants une légitimité immédiate, fondée sur l'engagement passé et le risque assumé pendant l'occupation. Cependant, cette légitimité n'est ni homogène ni incontestée. Toutes les formes de résistance ne se valent pas aux yeux des nouvelles autorités. Certaines actions sont valorisées, d'autres marginalisées, selon leur compatibilité avec le projet politique en cours. La nécessité de rétablir l'ordre conduit à une sélection implicite des mémoires et des récits, au détriment de la diversité réelle des expériences vécues. La question de l'épuration illustre particulièrement ces tensions. La fin de l'occupation s'accompagne d'un besoin de justice, mais aussi de règlements de comptes locaux, parfois arbitraires. La frontière entre justice légale et vengeance devient floue. Les autorités cherchent rapidement à encadrer ces pratiques afin d'éviter une spirale de violence incontrôlée. Cette volonté de normalisation limite de fait l'autonomie acquise par certains groupes résistants pendant la guerre. Sur le plan social, la résistance ne parvient pas à se transformer en un mouvement durablement structurant pour l'ensemble de la société. Si elle inspire un profond respect, elle ne correspond pas à l'expérience majoritaire des Français. Cette distance entre mémoire résistante et vécu ordinaire crée un décalage silencieux. La majorité de la population, qui a traversé la guerre dans l'attente et l'adaptation, se reconnaît imparfaitement dans un récit centré sur l'engagement héroïque. Enfin, la résistance devient un enjeu central de la recomposition politique nationale. Elle fournit un socle symbolique permettant de refonder la continuité de l'État et de réaffirmer la souveraineté française. Le rôle joué par Charles de Gaulle est ici déterminant, en inscrivant la résistance au cœur du récit national, il permet à la France de se présenter comme une nation libérée par elle-même, malgré la réalité décisive du contexte international. Cette construction politique a une efficacité indéniable. Elle facilite la reconstruction, renforce la cohésion nationale et évite une remise en cause trop brutale de l'ensemble de la société française. Mais elle a aussi un coût, celui de la simplification. Les hésitations, les zones grises et les contradictions de la période de guerre tendent à s'effacer derrière une image plus lisible, mais moins fidèle à la complexité historique. Ainsi, les conséquences de la résistance dépassent largement le cadre militaire. Elle façonne durablement la mémoire collective, l'équilibre politique et la manière dont la France se pense après 1945. Comprendre ses limites et ses tensions ne revient pas à diminuer l'importance de la résistance, mais à la replacer dans une histoire plus large, faite de choix contraints et de reconstruction nécessaires. La résistance française occupe une place singulière dans l'histoire nationale.
Elle ne peut être réduite ni à une minorité marginale, ni à une incarnation totale de la société française sous l'occupation. Elle fut à la fois limitée dans son ampleur, décisive dans certains moments clés, et centrale dans la manière dont la France a reconstruit son rapport à elle-même après la guerre. D'un point de vue historique, la résistance n'a pas été le moteur principal de la défaite militaire de l'Allemagne. Cette réalité, souvent mal comprise, ne diminue en rien son importance. Son rôle s'est exercé autrement, par le renseignement, la désorganisation logistique, le maintien d'un lien politique avec les Alliés, et surtout par la préparation de la transition institutionnelle au moment de la libération. Elle a contribué à éviter un vide de pouvoir durable et à rétablir une continuité étatique dans un contexte extrêmement fragile. Sur le plan social, la résistance révèle les limites de l'engagement collectif en situation de contrainte extrême. Elle rappelle que, dans une société occupée, la majorité des comportements relèvent de l'adaptation plutôt que de l'affrontement. Cette observation n'est ni une accusation, ni une justification. Elle permet de comprendre que l'histoire ne se joue pas uniquement dans les actes spectaculaires, mais aussi dans les choix ordinaires, souvent invisibles, faits sous la pression de la survie. La place centrale accordée à la résistance dans le récit national d'après-guerre répond à une nécessité politique et symbolique. Elle offre à la France une image de continuité, de dignité et de souveraineté retrouvée. Ce récit, en partie simplificateur, a joué un rôle stabilisateur essentiel. Il a permis de refermer rapidement une période de fracture profonde et de reconstruire une identité collective sans ouvrir de débats trop déstabilisants pour une société encore marquée par la guerre. Aujourd'hui, le travail historique permet de revisiter cette période avec davantage de distance. Il ne s'agit plus de choisir entre célébration et dénonciation, mais de comprendre la résistance comme un phénomène complexe, multiple et évolutif. Une réalité faite de courage, mais aussi d'improvisation, de conviction, mais aussi de contraintes, d'actions déterminantes, mais également de silence et de limites. Inscrire la résistance dans l'histoire longue de la France, c'est accepter cette complexité. C'est reconnaître son importance sans en faire un mythe exclusif, et admettre que l'histoire nationale se construit autant par les récits nécessaires que par les faits établis. Comprendre la résistance, ce n'est pas juger ceux qui ont vécu cette période, mais éclairer les mécanismes par lesquels une société traverse l'épreuve, puis se raconte à elle-même ce qu'elle a été.